Antoine est mort dans mes bras après 35 années de mariage. Je revois encore sa respiration faible, ses yeux qui tentèrent de rester ouverts, sa main qui cherchait la mienne comme si ce simple contact pouvait le retenir sur terre. Quand son souffle s'est éteint, j'ai senti une moitié de moi disparaître avec lui. Le lendemain, j'ai vécu l'enterrement comme un brouillard dense. Je ne voyais presque rien. Je n'entendais presque rien. Je me contentais d'avancer, de saluer, de survivre à cette journée qui me semblait interminable. 3 jours plus tard, alors que je n'arrivais toujours pas à comprendre comment j'allais continuer à vivre sans lui, Claire, ma belle-fille, la fille unique d'Antoine issue de son premier mariage, est arrivée à l'appartement de Neuilly avec son mari Laurent et un avocat que je n'avais jamais vu. J'étais encore en deuil, encore en chemise noire, encore incapable de ranger les vêtements d'Antoine. Je leur ai ouvert la porte avec un reste de dignité. L'avocat a déposé une pochette sur la table basse et a sorti un document qu'il a présenté comme un testament rédigé 2 ans auparavant. Selon ce texte, Antoine aurait laissé tous ses biens à Claire. L'appartement, les parts de son magasin, les comptes bancaires, tout. Je suis restée figée, incapable de respirer. Antoine et moi étions mariés sous le régime de la séparation de biens, un choix qu'il avait fait pour protéger son commerce familial hérité de son père. Il m'avait toujours dit que je serais protégée grâce à des dispositions qu'il avait prises en parallèle, mais sans jamais entrer dans les détails. Cette idée d'un testament soudain qui m'excluait totalement me semblait impossible. Claire, pourtant, affichait un sourire froid, presque satisfait. Laurent, lui, regardait autour comme si l'appartement était déjà à lui. L'avocat m'a annoncé qu'une procédure judiciaire serait engagée pour me contraindre à quitter les lieux, et que je ferais mieux de partir de mon plein gré avant que les choses ne deviennent humiliantes. Face à leur pression quotidienne et à mon état de choc, j'ai cédé au bout de quelques semaines, incapable de me battre seule. Je me suis sentie trahie par la femme que j'avais élevée comme une fille, trahie par cette mascarade juridique, trahie par l'univers entier. Les jours qui ont suivi se sont transformés en torpeur. Je me levais, je marchais, je respirais, mais je n'étais plus là. Claire revenait avec Laurent pour inventorier les pièces. Il collait des étiquettes sur les meubles, ouvrait les placards sans gêne, déplaçait mes souvenirs comme s'ils n'avaient jamais eu de valeur. Je n'avais pas la force de protester. Une nuit, alors que je rangeais ce qui me restait de vêtements, j'ai trouvé un vieux coffret en bois au fond d'une commode. Antoine me l'avait offert pour notre premier anniversaire de mariage. À l'intérieur, il y avait quelques photos, une petite lettre que j'avais oubliée et une carte de débit de la Banque du Progrès. La carte était ancienne, bleu nuit, légèrement abîmée sur les bords. Antoine me l'avait remise il y a très longtemps en me disant de la garder pour un jour d'urgence absolue. Je n'y avais jamais touché. Je me suis assise par terre avec le coffret sur les genoux. Mes mains tremblaient. Je n'attendais rien. Peut-être quelques euros, peut-être un simple compte clos depuis des années. Pourtant, au milieu de mon désespoir, cette carte représentait un fil minuscule, quelque chose à quoi me raccrocher pour ne pas sombrer. Je me suis promis que, le lendemain, j'irais à la banque. Je n'avais plus rien à perdre. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le matin suivant, j'ai quitté l'appartement avant le réveil de Claire. Je me suis rendue à la petite agence de la Banque du Progrès, située dans une rue étroite du centre de Paris. La façade en pierre semblait venir d'une autre époque. À l'intérieur, une odeur de papier ancien emplissait l'air. Il y avait 2 guichets, dont un seul ouvert. J'ai pris un ticket et j'ai attendu sur une chaise en métal glacé. Quand mon numéro a été appelé, je me suis approchée de l'employé, une femme aux cheveux gris attachés en chignon serré. Je lui ai remis la carte et ma pièce d'identité. Elle a tapé sur son clavier, a penché la tête, puis a tapé encore. Son visage s'est figé. Ses doigts ont cessé de bouger. Elle a retiré ses lunettes, les a nettoyées, les a remises, puis a regardé l'écran une seconde fois. Je me suis crispée, persuadée que la carte était bloquée ou que le compte avait été fermé. Elle m'a demandé d'attendre un instant. Elle s'est levée et a disparu derrière une porte au fond de la salle. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte.
Un homme en costume sombre est sorti presque en courant. Il avait le visage pâle, les yeux écarquillés, et tenait une feuille imprimée d'une main tremblante. Il s'est approché de moi. « Madame Martin ?» a-t-il demandé d'une voix basse. J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Je suis Philippe Caron, le directeur de l'agence. Je vous prie de me suivre dans mon bureau. Nous devons parler en privé. » Et c'est à ce moment précis que ma vie a commencé à basculer. Philippe m'a conduite jusqu'à un petit bureau où la lumière tamisée contrastait avec la violence de mes émotions. Je me suis assise sans sentir le poids de mon corps, comme si tout ce qui m'entourait n'avait plus de consistance. Il a fermé la porte derrière lui avec une lenteur presque solennelle, puis il a pris place en face de moi. Son visage était tendu, comme si lui-même ne savait pas comment annoncer ce qui allait suivre. Il a allumé son ordinateur, l'a tourné légèrement dans ma direction et a posé ses mains sur le bureau. Il m'a expliqué que cette carte venait d'un compte ouvert par Antoine plus de 20 ans auparavant, uniquement à mon nom. Le compte possédait des clauses de nécessité, un mécanisme juridique rare qui permettait de geler les fonds tant que la titulaire disposait d'autres ressources. Ce système, selon lui, avait été mis en place par un notaire et validé par les services internes de la banque, conformément au droit français. Philippe a ajouté que le compte n'avait été activé que lorsque la banque avait détecté que je n'avais plus aucune ressource financière depuis la fermeture de mes comptes conjoints, ce que Claire avait orchestré en silence. J'ai senti ma gorge se serrer. Quand Philippe a tourné l'écran vers moi, j'ai cru que ma vue se brouillait. Sur la ligne affichée, il y avait plus de 17 400 000 €. Je suis restée immobile, incapable de bouger, comme si chaque battement de mon cœur avait été suspendu. Je n'arrivais pas à comprendre comment une telle somme avait pu s'accumuler. Philippe, voyant ma confusion, m'a expliqué qu'Antoine avait hérité de son père, dans les années 80, plusieurs terrains en banlieue parisienne qui ne valaient presque rien à l'époque. Avec le temps et l'expansion urbaine, ces terrains étaient devenus des emplacements stratégiques. Antoine les avait vendus progressivement et réinvestit les bénéfices dans l'immobilier locatif et dans des participations minoritaires dans des entreprises locales. Sa boutique de bricolage n'était que la partie visible d'un patrimoine bien plus vaste qu'il avait bâti en silence. Philippe, voyant mon désarroi, m'a tendu une enveloppe jaunie. Cette enveloppe, m'a-t-il expliqué, avait été laissée à la banque par Antoine lui-même, accompagnée d'instructions précises. Elle ne devait m'être remise que le jour où ce compte serait consulté. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. L'écriture d'Antoine sur le papier m'a frappé en plein cœur. Je l'ai ouverte sans réfléchir. À l'intérieur se trouvait une lettre longue, écrite à la main, dont les premiers mots m'ont arraché une larme. Antoine racontait qu'il avait toujours perçu la froideur de Claire, malgré mes efforts pour la défendre. Il disait avoir compris très tôt que Laurent n'était pas digne de confiance. Il décrivait leur mépris silencieux, leur regard calculé, et la manière dont ils semblaient observer notre vie comme un patrimoine futur à dépecer. Antoine m'expliquait qu'il n'avait pas voulu m'inquiéter et que, pour cette raison, il avait commencé à investir discrètement. Il parlait de l'immobilier en région parisienne, de terrains achetés dans des zones en devenir, de participation dans des petites entreprises locales. Tout cela avait progressivement constitué une holding à mon nom, Martin Patrimoine. Je sentais mes mains devenir moites. Antoine, sans rien dire, avait bâti une véritable forteresse financière. À la fin de la lettre, il écrivait qu'il ne voulait pas que je découvre cet argent tant que j'aurais autre chose pour vivre, car il savait que je serais toujours trop généreuse avec Claire. Il voulait que je sois protégée, même contre moi-même. Quand j'ai terminé la lettre, mes larmes coulaient librement. Philippe m'a alors montré sur son écran un résumé du patrimoine total. La somme approchait 45 millions d'euros. J'ai eu l'impression de chuter dans le vide. Je ne me souviens pas exactement du trajet jusqu'à l'hôtel où j'ai passé la nuit. Je marchais comme une femme qui ne reconnaît plus son propre reflet. Quand je suis entrée dans la chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai relu la lettre une seconde fois, puis une troisième. Chaque phrase semblait éclairer une zone sombre de ma vie. Antoine avait tout vu, tout anticipé, tout protégé. Je suis restée ainsi pendant des heures, le cœur déchiré entre l'immense gratitude et la douleur de son absence. La nuit a été une lutte silencieuse,
Une partie de moi voulait disparaître, quitter Paris, commencer une vie simple dans un village lointain où personne ne saurait jamais rien. Une autre partie brûlait de colère, une colère froide, méthodique, alimentée par les humiliations que Claire m'avait infligées. J'ai pensé à ce que j'avais vécu, à ce que j'avais perdu, à ce qu'Antoine m'avait confié. La question revenait sans cesse, fuir ou affronter. Quand le soleil s'est levé, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas partir. Je n'allais pas laisser Claire et Laurent détruire ce que j'avais construit avec Antoine. Je devais agir, mais pas seule. Le nom qui m'a été recommandé par Philippe résonnait encore dans ma tête. Maître Hélène Marchand, une avocate redoutée pour sa précision et sa ténacité dans les affaires familiales complexes. J'ai composé son numéro avec une détermination nouvelle. Le jour où elle m'a répondu, ma vie a pris une direction dont je n'avais jamais osé rêver. Quand j'ai rencontré Maître Hélène Marchand pour la première fois, j'ai compris pourquoi sa réputation dépassait les murs de son cabinet du 16e arrondissement. Elle parlait d'une voix calme, posée, presque douce, mais chaque mot semblait peser avec une précision chirurgicale. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, a pris des notes rapides, puis a refermé son carnet en me disant qu'il n'y avait qu'une seule manière de traiter une affaire comme la mienne. En avançant dans l'ombre et en ne laissant aucune faille. Elle a immédiatement constitué une équipe d'enquêteurs privés, des professionnels spécialisés dans les affaires patrimoniales. Pendant plusieurs semaines, ils ont retourné la vie de Claire et de Laurent comme on retourne une terre avant de semer. Ils ont examiné les comptes bancaires, enquêté sur les sociétés liées à Laurent, interrogé discrètement d'anciens collègues, analysé chaque document fourni avec le prétendu testament. Les résultats n'ont pas tardé à tomber et chaque révélation me coupait un peu plus le souffle. Le testament, présenté comme un acte notarié, n'était qu'une imitation maladroite. La signature d'Antoine n'était pas la sienne. Les empreintes de stylo ne correspondaient pas, l'alignement du texte trahissait des modifications numériques, et le cachet du notaire était une reproduction informatique. 2 experts en graphologie ont rédigé des rapports détaillés concluant à une falsification manifeste, ce qui constitue en France un délit grave pouvant entraîner des poursuites pénales. Pire encore, l'avocat qui avait présenté le document comme authentique n'était pas un inconnu pour les services disciplinaires de l'Ordre des avocats de Paris. Déjà sanctionné par le passé pour manquement à la déontologie, il était, selon les enquêteurs, le beau-frère de Laurent. Tout devenait évident. Antoine n'avait jamais signé ce papier. Claire et Laurent avaient construit une fraude, croyant que je ne serais jamais en mesure de me défendre. La partie la plus sombre du dossier concernait Laurent lui-même. Les enquêteurs ont mis au jour un enchevêtrement de dettes contractées auprès de particuliers, de prêts jamais remboursés, de chèques sans provision déposés dans plusieurs banques. Ils ont découvert un réseau d'escroqueries immobilières où Laurent vendait de fausses promesses d'achat de biens inexistants. Il avait même été signalé dans 2 commissariats, mais aucune affaire n'avait encore abouti par manque de preuves solides. Grâce au travail minutieux de l'équipe, les preuves étaient désormais irréfutables. Une fois le dossier complet, Maître Marchand est entrée en action. Elle a déposé auprès du tribunal judiciaire de Paris une demande officielle de nullité du testament accompagnée de l'ensemble des preuves. L'audience a été fixée à une date étonnamment rapide, en raison de la nature urgente de la situation. Elle m'a conseillé de ne pas assister à cette première comparution pour éviter toute provocation inutile. J'ai accepté, même si une part de moi aurait voulu voir Claire et Laurent confrontés à la vérité. Le jour de l'audience, Maître Marchand m'a décrite la scène plus tard avec une précision glaciale. Claire et Laurent étaient arrivés sûrs d'eux, coiffés, élégants, vêtus comme des héritiers déjà accomplis. Ils avaient ce sourire que je connaissais trop bien, celui qui dit que tout est déjà gagné. Leur avocat, l'homme même qui avait fabriqué la fraude, les accompagnait avec une assurance presque arrogante. Mais la salle a rapidement changé d'atmosphère. Le juge a commencé par lire le rapport de graphologie, puis le second. Après cela, il a exposé les liens familiaux entre Laurent et l'avocat en charge du prétendu testament, liens que ces derniers n'avaient jamais déclarés. Le silence s'est abattu dans la salle, un silence lourd, presque étouffant. Selon Maître Marchand, Claire avait cessé de respirer pendant quelques secondes et Laurent avait serré la mâchoire comme un homme pris au piège. Le juge a déclaré, d'une voix ferme,
que les effets du testament étaient immédiatement suspendus. Il a également ordonné l'ouverture d'une enquête pénale pour suspicion de falsification de documents officiels et usage de faux. Laurent et son avocat ont perdu toute contenance. Claire, elle, avait simplement baissé les yeux, comme si la réalité s'effondrait sous ses pieds. Quelques jours plus tard, je regardais les informations du soir quand j'ai vu les images de la police venant arrêter Laurent devant l'immeuble où il résidait. Les charges portaient sur escroquerie, blanchiment d'argent et fraude immobilière. Je suis resté immobile, le regard fixé sur l'écran. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni vengeance. Seulement un vide étrange, comme si cette chute inévitable n'avait fait que confirmer ce que j'avais toujours su. La presse s'est emparée de l'affaire. Des victimes de Laurent sont apparues à la télévision, témoignant de leur ruine. Les anciens amis de Claire ont cessé de lui répondre. Les connaissances de Laurent ont disparu du jour au lendemain. Leur cercle social s'est effondré comme un château de cartes. La vie de Claire, bâtie sur l'apparence et le jugement, se fissurait lentement. Et moi, silencieuse, je regardais tout cela se dérouler comme une spectatrice d'une pièce dont je connaissais déjà la fin. Quand le chauffeur a arrêté la voiture devant l'appartement de Neuilly, j'ai ressenti un frisson étrange, un mélange de dignité retrouvée et de douleur ancienne. J'étais vêtue d'un tailleur gris anthracite, mes cheveux soigneusement coiffés, mon regard ferme. Je voulais que chaque geste affirme ce que j'étais devenue, et surtout ce que je n'étais plus. Le jardin, autrefois si bien entretenu, était couvert de feuilles mortes. Les haies n'étaient plus taillées. Les rosiers penchaient comme des silhouettes fatiguées. Le lieu semblait refléter la désolation intérieure de celle qui l'occupait désormais. J'ai sonné. Après quelques secondes, Claire est apparue. Son visage était tiré, marqué par des cernes profonds, ses épaules affaissées comme si chaque jour ajoutait un poids supplémentaire. Pendant un instant, elle ne m'a pas reconnue. Quand elle a compris que c'était moi, son expression est passée du choc à un mélange de gêne et d'agressivité contenue. Je ne lui ai pas laissé le temps de parler. Je suis entrée sans demander la moindre permission. Le salon était en désordre, dépourvu de vie, comme vidé de son âme. Je me suis avancée jusqu'à la table basse, celle-là même où l'avocat avait posé le faux testament. J'ai posé mon sac, puis je me suis tournée vers Claire. Je lui ai rappelé chaque humiliation, chaque parole blessante, chaque geste de mépris. Je lui ai rappelé le jour où elle m'avait expulsée de ma propre maison, alors que je n'avais pas encore fini de pleurer Antoine. Je lui ai rappelé le mot qu'elle avait utilisé pour me décrire, celui qui m'avait brûlé le cœur. Opportuniste. Elle a voulu interrompre, dire que Laurent l'avait manipulée, que tout n'était pas de sa faute. Je lui ai coupé la parole d'un simple mouvement de la main. Je lui ai dit que Laurent n'avait pas tenu le stylo à sa place lorsqu'elle avait signé des documents illégaux. Je lui ai dit que Laurent n'avait pas planté la cruauté dans son regard chaque fois qu'elle me voyait. Je lui ai dit que Laurent n'avait pas exigé que je parte avec uniquement mes vêtements, comme si je n'avais jamais fait partie de cette maison. Elle a baissé les yeux. Pour la première fois, j'ai vu en elle non pas de la froideur, mais une forme de lassitude profonde, presque de honte. Alors j'ai posé sur la table 2 dossiers soigneusement organisés. Dans le premier, il y avait une copie de l'extrait de compte montrant les 17 400 000 € déposés sur mon compte de la Banque du Progrès. Dans le second, la liste détaillée des actifs de Martin Patrimoine. Immeubles à Boulogne, parts dans des sociétés de Montreuil, terrain en Normandie. Je n'ai rien dit. Je lui ai simplement indiqué de regarder. Elle a pris les documents d'une main tremblante. Je l'ai observé lire les chiffres, les lignes, les adresses. Quand elle a compris l'ampleur réelle de ce que son père avait préparé pour moi, sa peau est devenue presque translucide. Elle n'arrivait plus à respirer normalement. Elle s'est affaissée dans le fauteuil, incapable de détacher ses yeux du patrimoine que, dans un autre scénario, elle aurait partagé. Je lui ai expliqué calmement qu'à l'origine, Antoine souhaitait diviser son héritage en 2 parts égales. Je lui ai dit que si elle m'avait traité avec respect, cette fortune aurait été aussi la sienne. Mais Antoine avait observé ses attitudes, ses choix, ses rancœurs. Il avait décidé qu'elle ne devait pas mettre la main sur ce qu'il destinait à ma sécurité. Je lui ai dit que je n'avais jamais cherché à prendre sa place, mais que c'était elle qui avait choisi de me transformer en ennemi. Elle n'a pas répondu. Ses yeux étaient perdus dans le vide,
comme si son univers entier venait de s'effondrer. Je me suis levée et je lui ai annoncé, d'une voix calme mais ferme, que les avocats avaient officialisé la restitution de l'appartement. Je lui ai expliqué qu'une procédure d'expulsion serait lancée si elle ne partait pas d'elle-même, mais que je lui laissais un délai raisonnable de 3 mois pour trouver une solution, ce qui était bien plus de considération qu'elle ne m'en avait accordé. Je lui ai dit que je n'avais aucune intention de la jeter à la rue ce jour même, que malgré tout ce qu'elle avait fait, je préférais agir avec une justice que personne ne pourrait contester. Le reste serait traité par les cabinets juridiques. Je suis sortie sans me retourner. Une fois dehors, l'air frais m'a donné la sensation d'un nouveau départ. 6 mois plus tard, après avoir finalisé toutes les démarches administratives et trouvé un acheteur sérieux, j'ai vendu l'appartement de Neuilly. Je n'avais aucune envie de revenir y vivre, car chaque mur me rappelait autant de bonheur que de douleur. Le produit de la vente a servi à fonder une organisation au nom d'Antoine, destinée à aider des veuves précarisées, afin que d'autres femmes ne connaissent jamais l'abandon que j'avais frôlé. Je me suis installée dans un appartement lumineux du 15e arrondissement. J'ai pris en main la gestion de Martin Patrimoine, découvrant une force et une clairvoyance que je ne me connaissais pas. Chaque matin, en ouvrant les dossiers laissés par Antoine, j'avais l'impression de continuer à marcher à ses côtés. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de l'avenir. 6 mois après mon retour à Neuilly, alors que je pensais enfin retrouver une forme d'équilibre, j'ai reçu un appel du service des urgences psychiatriques d'un hôpital parisien. La voix au téléphone était calme, presque mécanique, mais les mots qu'elle prononçait étaient d'une violence sourde. Claire avait tenté de mettre fin à ses jours. Elle avait été trouvée inanimée dans son appartement provisoire, transportée d'urgence, stabilisée, puis placée en observation. Je suis restée figée quelques secondes, la main crispée sur le combiné, incapable de comprendre comment la haine que j'avais nourrie un temps pouvait céder place aussi brusquement à une inquiétude viscérale. J'ai remercié la voix et j'ai pris un taxi sans réfléchir. Quand je suis entrée dans la chambre blanche, j'ai eu du mal à reconnaître Claire. Elle était allongée, les poignets soigneusement bandés, le visage pâle, creusé par une fatigue profonde. Ses yeux vides fixaient un point invisible sur le mur. Elle m'a vue, et quelque chose en elle a vacillé, une fragilité que je n'avais jamais soupçonnée. Pendant un long moment, aucun mot n'a été prononcé. Je me suis assise sur la chaise à côté d'elle. Elle a cligné des yeux, puis sa voix, un souffle à peine audible, a traversé l'air. Elle m'a demandé pourquoi j'étais venue. C'était la première fois, en plus de 35 années, qu'elle m'adressait une question sans agressivité, sans mépris, sans cette distance glacée qu'elle avait érigée entre nous depuis l'enfance. Elle a baissé les yeux et a murmuré qu'elle était désolée, profondément désolée, qu'elle avait commis des erreurs irréparables. Elle m'a demandé pardon. Je ne m'étais jamais préparée à entendre ces mots. Ils m'ont transpercée autant qu'ils m'ont soulagée. Je lui ai dit que le pardon n'était jamais immédiat, qu'il n'était pas un geste, mais un chemin. Je lui ai dit que j'avais souffert, oui, qu'elle m'avait blessée, oui, mais que je ne l'avais jamais détestée. Je ne pouvais pas détester la petite fille qu'elle avait été, bouleversée par la mort de sa mère, terrifiée à l'idée d'être remplacée, enfermée dans une colère qu'Antoine n'avait jamais réussi à apaiser. Nous avons parlé longtemps de sa mère qu'elle idéalisait, d'Antoine qui avait tenté d'être un père juste, de tout ce que nous n'avions jamais abordé de front. Nous avons parlé comme 2 femmes enfin débarrassées de leur rôle imposé. Lorsqu'elle a finalement quitté l'hôpital, Claire n'avait nulle part où aller. Son ancien appartement avait été saisi pour rembourser des dettes contractées avec Laurent, et elle ne possédait plus rien. Je savais que je pouvais tourner le dos, affirmer que chacun devait assumer les conséquences de ses actes. Pourtant, en la voyant sortir du bâtiment avec un sac plastique contenant quelques vêtements, j'ai compris que je devais agir avec fermeté, mais aussi avec dignité. J'ai loué pour elle un petit appartement modeste dans une commune plus simple, loin des quartiers prestigieux qu'elle avait autrefois fréquentés. Un 2 pièces propre, lumineux, mais sans luxe. Je lui ai payé 6 mois de loyer d'avance, non pas comme un cadeau, mais comme un emprunt qu'elle devrait me rembourser. Je lui ai présenté cela comme un contrat clair,
car je savais que la responsabilité pouvait lui offrir une structure pour se reconstruire. Elle n'a pas discuté. Elle a accepté. Je l'ai encouragée à trouver un travail simple, quelque chose qui ne dépendrait plus de l'argent des autres, quelque chose qui lui permettrait de sentir, peut-être pour la première fois de sa vie, la solidité d'une base personnelle. Je lui ai également insisté sur l'importance d'une thérapie continue. Le service psychiatrique avait recommandé un suivi régulier et j'ai soutenu cette direction. Elle a suivi mon conseil sans résister. Les premiers mois ont été difficiles. Elle travaillait dans une petite boutique de vêtements, debout toute la journée, habituée autrefois à un confort bien différent. Pourtant, elle ne s'est jamais plainte. Chaque mois, elle me versait une petite somme pour rembourser l'emprunt. 5% ici, 3% là, des montants presque symboliques, mais réguliers, sérieux, constants. Notre relation a commencé à changer. Elle n'était plus une guerre ouverte, mais pas non plus une réconciliation magique. C'était quelque chose d'indéfinissable, un espace fragile où nous apprenions à exister autrement. Elle m'invitait parfois pour un café. Moi, parfois, je l'appelais pour prendre de ses nouvelles. Nous marchions sur un fil, mais un fil solide, construit non pas sur l'illusion, mais sur l'expérience, sur la reconnaissance de ce que nous avions été et de ce que nous tentions de devenir. Avec le temps, j'ai cessé de regarder Claire comme la femme qui m'avait jetée dehors. Je la voyais comme une femme brisée qui tentait de se relever. Une femme qui, enfin, regardait sa propre vie en face. Et moi, malgré mes cicatrices, je découvrais que la haine ne suffisait plus. Elle avait été un refuge, un moteur, une protection, mais elle ne pouvait pas construire l'avenir. Et peut-être, sans que je l'aie cherché, c'était là le début d'un autre chapitre, celui où nous apprenions toutes les deux que la justice peut être ferme, mais que la dignité ouvre parfois des portes que la rancune laisse fermer. 3 années se sont écoulées depuis le jour où j'ai poussé la porte de la Banque du Progrès avec un vieux morceau de plastique que je croyais sans valeur. Je me tiens maintenant sur le balcon de mon appartement du 15e arrondissement, à 61 ans, face au toit de Paris baigné par les couleurs chaudes du crépuscule. Le vent léger transporte l'odeur lointaine des boulangeries qui ferment, et je me surprends à penser que je n'ai jamais vu la ville aussi belle. Peut-être parce que, pour la première fois depuis très longtemps, je respire en paix. Martin Patrimoine a grandi. Les investissements d'Antoine, réorganisés et modernisés, ont prospéré. Je me suis formée. J'ai appris à lire des bilans, à anticiper des tendances, à écouter des spécialistes qui me considèrent maintenant comme une interlocutrice sérieuse. Pourtant, malgré la croissance du patrimoine, j'ai compris que l'argent n'était qu'un outil. La vraie richesse se trouvait ailleurs, dans les choix que l'on fait et dans les vies que l'on peut aider à reconstruire. La fondation que j'ai créée en hommage à Antoine a soutenu des centaines de veuves confrontées à la solitude et à l'insécurité financière. Certaines ont retrouvé un emploi, d'autres ont pu se reloger, d'autres encore ont simplement retrouvé un peu de dignité. À chaque lettre de remerciement, j'ai l'impression d'accomplir un fragment du vœu silencieux qu'Antoine avait laissé derrière lui. C'est comme s'il me guidait encore, d'une manière discrète mais constante. Claire, de son côté, a construit une existence nouvelle, loin de la vie d'apparence qu'il avait autrefois envoûtée. Elle travaille désormais comme responsable dans un grand magasin. Ce n'est ni prestigieux, ni luxueux, mais c'est honnête. Elle gère une équipe, prend des décisions, gagne son propre salaire. Un jour, elle est venue chez moi, un peu nerveuse, tenant une enveloppe blanche. Elle m'a remis le dernier chèque destiné à solder l'emprunt que je lui avais accordé 3 ans plus tôt. Lorsque nos doigts se sont touchés, j'ai senti non pas de la gêne, mais une forme de respect que nous n'avions jamais partagée avant. Depuis quelque temps, nous déjeunons ensemble le dimanche. Nous choisissons un petit café, une brasserie de quartier ou simplement mon appartement. Ces moments n'ont rien de spectaculaire. Nous parlons de nos semaines, de petites anecdotes, des fleurs que Claire essaie de faire pousser sur son balcon. Nous ne sommes pas mère et fille, et nous ne le serons probablement jamais, mais nous avons créé quelque chose d'improbable et de précieux. Une famille reconstruite, bancale, mais sincère. Parfois, en fin de journée, je relis la lettre d'Antoine. Les mots me touchent encore, mais la douleur s'est transformée en gratitude. Je parle aussi à sa photo, posée sur ma table de chevet. Je lui raconte mes progrès, mes doutes, mes réussites.
Je lui dis que j'ai construit le royaume de paix qu'il avait imaginé pour moi, un royaume sans faste, mais rempli de sens. Je lui dis que je ne l'ai jamais quitté, pas vraiment, car une part de lui vit dans chaque choix que je fais. Ce soir, j'attends Claire pour dîner. Elle m'a prévenu qu'elle passerait après son travail. J'ai préparé du poulet mijoté dans une sauce douce, un plat qu'elle détestait autrefois, quand elle refusait tout ce que je cuisinais par pure fidélité à une mère qu'elle craignait d'oublier. Aujourd'hui, elle en raffole. Je trouve cela presque symbolique, comme si un cycle s'était refermé doucement. Quand j'entends la sonnette, mon cœur se serre légèrement. J'ouvre la porte et je la vois sourire, un sourire simple, débarrassé des masques d'antan. Elle pose son manteau, s'installe dans la cuisine où je termine de remuer la sauce. Elle s'approche, respire l'odeur et dit que cela lui rappelle quelque chose, puis elle rit. Je lui réponds que certaines saveurs ne changent jamais, même quand la vie nous transforme. Nous nous asseyons, nous partageons le repas, et je réalise que cette scène, si banale en apparence, représente la conclusion d'un chemin que je n'aurais jamais imaginé parcourir. Je pense au vieux coffret, à la carte de débit usée, au courage silencieux d'Antoine. Je comprends que, au fond, il n'avait pas laissé un trésor matériel, mais une invitation. L'invitation à choisir la dignité, à affronter la vérité, à ouvrir des portes que je ne savais même pas exister. Dans mes pires nuits, je croyais que tout était perdu. Pourtant, la solution avait toujours été là, dissimulée dans un tiroir oublié, prête à surgir lorsque j'aurais enfin le courage de l'utiliser. Cette porte, Antoine l'avait placée pour moi, et je l'ai franchie. Je lève mon verre discrètement, en silence, en direction de la mémoire d'Antoine, et je murmure « Merci. Merci pour la prévoyance, merci pour l'amour, merci pour la paix retrouvée. » Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.